Salut à tous. Voilà, ça fait 2-3 heures que je suis lancé. Les réglages sont faits. J'ai regardé si on perdait pas trop derrière. J'ai peaufiné tous les réglages. La batteuse rentre bien. Pour l'instant, pas de panne. Et pour l'instant, sur cette moisson 2022, il n'y a eu que le roulement qui a cassé dans les orges. Donc là, j'ai déjà fait les tours pour pouvoir faire mes demi-tours. Et là, je fais mes grandes longueurs. J'ai à peu près entre 300 et 400 mètres. C'est l'une des plus grandes pièces de la ferme. Après, évidemment, il existe bien plus grand sur d'autres fermes. Et en termes de potentiel, ce sont des limons avec un petit peu d'argile. Tout juste ce qu'il faut. On appelle ça donc des bornets. Ce sont les terres au plus haut potentiel sur la ferme. Voilà ce que je regarde, c'est si tous les étages des siliques, si tous les étages de la plante sont mûrs. À part une ou deux siliques tous les 10 mètres, qui est légèrement... ça c'est mûr, c'est cassant. Et je vais pas vous retrouver une pas mûre. Mais une pas mûre, eh bien... sous la pression des doigts, eh bien elle ne casse pas, les graines ne s'échappent pas et ça veut dire que c'est pas tout à fait mûr. Mais là on est bon. Et reflets de soleil sur les vitres, ça fait pas bon ménage. C'est pour ça que de temps en temps on les chiffonne les vitres, surtout en soirée quand le soleil est rasant, ça fait un voile. Puis quand on va face au soleil, on est très vite aveuglé. miles,3. Alors j'arrive pas à atteindre une vitesse d'au moins 3 miles, 100 miles par heure. Hein. J'aimerais aux alentours de 5 km/h, mais là je suis plus à 3,5. Parce que la plante, le colza, à l'ouest et à ma droite, a eu tendance un peu de se coucher dans ce sens-là. Et du coup, ça joue pas mal sur la facilité de la plante à rentrer, à l'attraper. La mécanique a un peu plus de mal à tirer la végétation du côté de sa tige finalement, parce que la tête est inclinée vers l'avant. Dans l'autre sens, je peux atteindre une vitesse un peu plus élevée, ça pousse moins la végétation devant. À un moment donné, là, si je vais trop vite, ça fait un bouchon et ça pousse. On va y aller tranquille. Peut-être pas évident à voir de là où vous êtes, car c'est tout petit d'ici, donc on voit les siliques. La plupart sont fermées avec les graines dedans et la batteuse ouvre tout ça. Mais il y en a quelques-unes, et j'ai estimé aux alentours de 5%, qui
sont éclatés par... ah vous voyez là, ça fait un petit bouchon. Du coup, ça a tendance à rentrer d'un coup. Et bon, c'est pas grave du tout. Hein. On vérifie que la poussière derrière continue de sortir, que rien n'est bourré à cause de ce genre de bouchon. Mais ça va, la végétation est vraiment sèche pour la plupart. Le haut de la plante est sec et les tiges sont pas trop vertes, donc ça rentre bien. Donc il y a eu un petit peu de grêle et les siliques, moi je les vois, mais elles sont blanches, celles qui sont perdues, qui sont ouvertes et les graines sont rendues par terre. Et ça fait peut-être 8-10 jours qu'il y a eu de la grêle et que les graines sont tombées au sol et déjà elles sont en train de germer. C'est ce qui pousse le tapis vert par terre. Et il y a eu bien pire dans le coin, hein. Des confrères ont perdu toute leur récolte quelques jours avant la moisson. Voilà, je peux avancer un petit peu plus vite, mais déjà la fraîcheur de la soirée s'installe. Les pailles vont être un petit peu plus compliquées à battre, du coup c'est la fraîcheur, la rosée de la nuit qui va m'arrêter. Généralement c'est quand le soleil est couché. Là il est couché, il se couche d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Voilà, 22h01, le soleil a disparu. Allez, je vais arrêter là. Presque 23h, c'est un petit peu de mal à rentrer. Les tiges, tout ça se ramollissent. Donc ça rentre moins bien. Allez, ce matin, et comme d'habitude, un tour de la batteuse pour son entretien, les graisseurs à faire toutes les 10 heures. J'ai pris le compresseur ici derrière pour souffler la partie moteur et radiateur. Je ne vais pas faire l'ensemble. On n'a pas des fortes températures et on a assez peu de poussière par rapport au blé et à l'orge qui vient se déposer sur la batteuse. Et j'ai remarqué qu'à l'intérieur il y a un petit peu d'entretien. Au niveau du broyeur, j'ai vu qu'il y avait un couteau qui était explosé. Il a dû prendre un pet à un moment donné où dans les orges on a perdu un doigt escamotable qui tourne à l'avant de la coupe. Il est rentré dans la batteuse et à l'intérieur, ferraille contre ferraille, ça fait pas bon ménage. Et je l'avais pas vu avant de prendre le colza, ça s'est peut-être empiré ici. Donc je vais le changer car un couteau sur lequel il manque de la matière et pas mal de matière, c'est un déséquilibre de l'ensemble du rotor qui tourne à haute vitesse. Bon, mes couteaux. Donc là, elle ne craint pas démarrer la batteuse, hein, surtout pas. Donc par ici, j'en ai deux qui sont mal en point. Je sais pas ce qu'ils se sont payés, mais ils se sont pris un peu de métal. On va changer ça. Ici le truc, c'est pas tant de changer les couteaux.
qui va être long, c'est surtout de s'engouffrer là-dedans. Alors il s'agit d'être bon et du premier coup arriver à monter tous les outils nécessaires, qu'on n'ait pas à ressortir en chercher un qui va manquer. Hop, on y est. Donc c'est ici où toutes les graines sont triées, hein. Vous le savez. Ce sont les grilles, plus ou moins ouvertes, en fonction des cultures. J'en profite d'enlever les végétaux qui restent coincés parfois. Bon, vous voyez, il s'est pris un coup de ferraille. J'ai essayé de voir ce qu'il a mangé, mais il a pris cher. Bon, tous les autres ont l'air bien sains. Enfin, il manque un peu de tranchant parce qu'ils ont travaillé dans les blés l'année dernière et puis les orges cette année. Il faudra peut-être que je change toute la série. Bon, allez. Il fut une période où je serrais comme un âne les écrous. C'était beaucoup plus difficile à desserrer qu'à serrer. Ça prend de la rouille, de la crasse et c'est compliqué à desserrer. Que là, je me suis raisonné. Bon, allez, au tas. Et voilà. Ne pas oublier un outil là-dedans, sinon ça va grogner. Allez, on sort de là. Allez, j'ai plus que le plein à faire. Là c'est pratique, on n'est pas au milieu des champs. J'ai de quoi faire le plein ici au bâtiment. Ensuite je l'éteindrai, il est encore trop tôt pour y aller. Et j'irai livrer la benne Mopu qui est pleine, pas archi pleine non plus. J'ai pas mis le plus gros des tracteurs devant, mais il l'emmène tout à fait bien. J'avais 15-16 tonnes au premier voyage hier. Là je vais en avoir un tout petit peu plus, mais il l'emmène très bien. Il suffit d'adapter sa vitesse. Et pourquoi c'est ce tracteur là et pas le plus gros qui est sur la benne, car c'est la benne la plus grosse, parce que le Massey Ferguson qui est là-bas tout au bout, il est après déchaumé. Dès que j'ai un petit peu de temps, eh bien je déchaume les pailles d'orge en préparation des semis de colza que je ferai mi-août au plus tard. C'est l'objectif. Allez, le plein.
taille le fond de la remorque. La sonde, il faut pas mal de force pour aller dans le fond de la remorque, et ce qui l'arrête, c'est le fond, la petite peinture bleue. C'est plein. Incroyable. Alors on en a un petit peu plus, 16 tonnes 900, humidité 7,9, et celle d'avant, elle était même encore plus sèche, celle de... elle est à 5,90. Donc 5,90, 7,90, c'est archi sec encore une fois, et impureté 2,2. Tout à l'heure j'étais à 3,4, mais tout ça c'est très acceptable. Vous voyez les graines tombées par la grêle, elles sont là, elles sont en train de germer. Ça c'est du colza. Donc là il n'y en a pas encore de trop par rapport à l'opposé de la parcelle à 500 mètres. C'est beaucoup plus grêlé. Et pourquoi? Bon, c'est la même variété, hein, normalement c'est la même tenue de silique. Parce que l'orage de grêle ça a été des nuées. À quelques centaines de mètres près. On va avoir de la grêle à un bout du champ et pas de l'autre. Autre chose, au niveau du peuplement, j'ai semé selon les zones de la parcelle et des variétés entre 40 et 60 graines par mètre carré. Ici il y en a eu 60 et j'estime à peu près à une vingtaine de pieds qui a été viable par rapport à ces graines. Donc 50-30% des graines que j'ai semées ont bien fait un pied. Et vous voyez là, dans ce qui n'est pas battu, on visualise bien les graines après germer qui ont chuté à la grêle. Et voilà,
Le cycle de la vie. Ça se couvre un petit peu, c'est pas du tout gênant là pour faucher. Il fait toujours bien doux, on est à 25 degrés, pas orageux, pas lourd. C'est super agréable. Ils annoncent une dégradation pour demain matin, entre 10 et 20 mm. Donc ça voudra dire que même s'il fait beau l'après-midi, je ne retournerai pas moissonner. Ça peut être pas mal d'eau quand même. Ça va rester très humide et moite dans les parcelles. Puis une température qui va chuter à 18, donc on va perdre 7 degrés. Dans tous les cas, ce soir, on n'arrivera pas à tout faucher et on verra si dans 2 jours, on peut reprendre. Allez, on va emmener celle-ci. À 1h30. Vous voyez qu'il y a des sangliers qui sont juste derrière, là je leur fais pas peur. Hier soir j'ai pu battre jusqu'à 22h45 et là ce matin il pleut, c'était donc prévu. Donc cette fin de nuit, début de matinée, là on en est à 13 mm. C'est parfait pour les tournesols qui sont juste ici. Ils abordent la floraison, c'est pile poil le moment où la pluie leur est la plus bénéfique. J'ai une remorque de plaine que j'ai laissée dehors, que j'ai bâchée. Et puis le silo a un problème technique ce matin. Et ça arrive voilà, à tout le monde. Du coup, je vais pas la livrer comme prévu ce matin. On va attendre un petit peu, la laisser bâcher. Je vais mettre un petit peu d'ordre sur le chantier. Il y a un tracteur qui est encore en plein milieu du champ avec la mopu, avec la remorque que je vais ramener au bâtiment. On a, je pense, fait environ une vingtaine d'hectares en une dizaine d'heures, donc 10-11 heures. C'était une belle journée. Faut dire que c'est une belle parcelle, donc une fois qu'on y est, il n'y a pas besoin de changer de champ pour des champs plus petits. Quand cette parcelle fait plus de 30 hectares, et une fois que les tours sont faits, les coins, les chintes, une fois qu'elle est détourée, eh bien on peut avancer assez vite. Ce qui est le plus long à faire finalement dans un champ, ce sont les coins et les bordures. Bon, je vais faire le niveau d'huile moteur et des différents blocs aussi, et je vais aussi démonter quelque chose à l'arrière de la batteuse aux alentours du broyeur. Donc l'axe du broyeur transversal, il est là. Donc j'ai changé de couteau hier, et ce que j'avais vu, c'est qu'il y a des contre-couteaux à ces couteaux qui sont mobiles. Il y a des contre-couteaux fixes. C'est une rangée de couteaux très affûtés normalement, s'ils ne sont pas trop usés, et qui font face au mouvement des couteaux qui sont mobiles. Et comme ça émince encore plus les pailles. Alors pour le colza, je le désactive, c'est-à-dire je l'ai rétracté
de par ici, par ce principe-là. Ici, la poignée elle est ici. Et quand je l'envoie vers l'avant, sur ces trous-là, les couteaux deviennent actifs. On les active surtout donc dans les pailles de céréales, de blé, d'orge. Et là, pour les colzas, il n'y a pas besoin d'émincer la paille. Il n'y en a pas beaucoup. Elle va se désintégrer très facilement par la suite au champ. Donc ça laisse des longs brins, des longues tiges de colza par terre. C'est pas grave du tout. Et du coup, on n'a pas besoin de cet effet mécanique du contre-couteau. Le colza demande par ailleurs beaucoup moins de puissance de broyage ici à l'arrière de la batteuse que les céréales. Alors ce que j'ai remarqué hier, c'est qu'un ou deux contre-couteaux se sont fait la malle. Et je pense que c'est ce qui a esquinté le couteau que j'ai changé hier. Alors je ne comprends pas trop pourquoi ils se sont fait face à face, car normalement ils passent près l'un de l'autre, très proches. Alors, je pense qu'un couteau mobile, c'est faussé en ingurgitant un corps étranger. Je pense à un doigt escamotable mobile à l'avant de la batteuse qui des fois se font la malle sur la grande vis sans fin. Et on n'a pas monté de pierre, donc je vois que ça l'a faussé, ça l'a mis face à un contre-couteau, ça a cassé un contre-couteau ou deux. Donc je vais démonter cette rangée de contre-couteaux. On va faire un petit nettoyage par la même occasion. Voilà. Que les grilles soient propres, les capteurs de perte. Les couteaux mobiles sont là. Et un petit peu en dessous, on a les couteaux fixes sur toute la largeur. Et là, il m'en manque deux. Mais vous verrez mieux une fois démonté. Donc c'est aux extérieurs. Vous voyez, ils sont là les couteaux, mais ils sont rétractés. Normalement, ils sont plus dressés comme ça dans les... Ils sont plus debout comme ça dans les pailles de blé. Mais là, ils sont presque désactivés. Bon, c'est ça que je vais sortir pour les entretenir, pour tous les changer, pour bien broyer dans les blés et les orges, et d'autant plus qu'il m'en manque deux ici. Du coup, si je veux que ça broie bien, eh bien, on va faire ça maintenant, même si dans le reste de colza qui reste à faucher, on n'en a pas besoin. Mais on va faire ça qu'il pleut, c'est le moment. Des deux côtés comme ça. Ici c'est une poignée. Et vous voyez, pour le mettre en position de travail, voilà. Là les contre-couteaux se sont dressés au plus proche des couteaux mobiles du rotor, dont l'axe est juste au-dessus ici. Voilà. Voilà. Et voilà le bébé. Là, il en manque deux. Allez, évidemment, il faut le sortir. Si on pouvait faire autrement, on les changerait comme ça, mais il y a un axe à enlever. Il y a une tringle là, qui verrouille chaque doigt. Tout est solidarisé ensemble, ça ne peut pas s'enlever à l'unité.
Ouais, le plus dur est fait, quoique le remontage va être acrobatique aussi. Et vous voyez, chaque couteau, contre-couteau est verrouillé par cette tige transversale. Alors, elle est verrouillée par une petite épingle ici. Tout simplement. Hop. On la met de côté. Est-ce que de l'autre côté il y en a une? Il n'y en a pas, il n'y en a qu'une, ça suffit. Bon, j'ai pas le nombre exact de contre-couteaux, je vais aller à la concession les chercher. Et avant ça, je vais aller chercher le 1400 et la Mopu qui sont restés hier soir à l'extrémité du champ, là-bas tout seul. Alors l'idéal pour pouvoir le renfiler, il faudrait être deux. Un intérieur qui le maintient comme il peut et à bout de bras. Enlever aussi la grille du haut pour pouvoir faciliter le passage. Alors moi j'ai rusé, j'ai passé une cordelette de part et d'autre du caisson de la batteuse par le trou de fixation de la barre de contre-couteau du haut. Et j'ai passé aussi la cordelette de part et d'autre de la rangée de contre-couteau par le même trou. Et du coup, en tirant de chaque extrémité de la batteuse et puis en le soulageant quand même de temps en temps à l'intérieur pour le guider à 2-3 reprises, en tirant, et il est derrière là, mais j'arrive pas à y passer un écrou. Donc là, je vais tirer sur la cordelette. Là, je suis en tension. Je tire. Et vous allez voir, hop, derrière, on le voit venir. Alors ensuite, ça tombe pas pile poil en face. Ce qu'on fait, il y a 2-3 trous sur le flanc de la rangée de contre-couteau. On peut sécuriser avec un tournevis. Et voilà. La cordelette, je peux lâcher la tension. Ma rangée de contre-couteau est maintenue par un tournevis de ce côté-là. Et puis des deux autres côtés, j'ai réussi à le choper. Et voilà. Mes trous sont en face, celui du haut, l'axe, et puis ici, la zone de réglage. Donc c'est presque gagné. Mais avec un petit peu de ruse, voilà, il n'est pas spécialement nécessaire d'être à deux pour l'opération. Ça se fait plutôt bien tout seul.
par contre, ça lui tire dessus, hein, c'est limite à la casser. Mais si je veux faire ça, il faut pas non plus une cordelette trop épaisse. Donc c'est un compromis entre quelque chose d'assez fin pour pouvoir se faufiler dans les trous. Voilà, on enlève la cordelette en laissant mon tournevis. Un tournevis, ça sert à tout. Et voilà, tout est en phase. J'ai plus qu'à serrer au réglage auquel je souhaite. Mais vous voyez, je vous ai mis la caméra à l'intérieur. Là, les couteaux sont engagés à l'avant. Effacé, engagé, effacé, engagé. Et en fonction des cultures, de type de paille, eh bien, on engage plus ou moins la force des couteaux, la force de broyage, la force d'opposition avec les couteaux mobiles qui sont par paire juste au-dessus et qui se croisent du coup avec ces trous-là. Et là, je vais l'effacer. Voilà. Bon, voilà, je vais graisser quelques points de graissage rapidement, mais pas la totalité de ce qu'il faudrait. Je vais juste y donner un petit peu de quoi faire ces 5 hectares de colza restants au loin là-bas. Voilà, et donc je vais pas redémarrer, même si il fait un petit peu soleil aujourd'hui. On va pas démarrer la batteuse aujourd'hui, on va attendre demain ou après-demain. Il a plu 29 mm hier, et du coup le sol a quand même tendance à être un petit peu trop tendre, limite gras. Donc on va laisser se ressuyer un petit peu pour qu'avec les engins, quand même, on ne crée pas trop de tassement dans la terre. Il faut réfléchir à long terme. Si le sol, on le matraque entre guillemets, eh bien on le paye dans les mois et dans les années à venir parfois. On va attendre un petit peu avant de redémarrer la batteuse. J'étais après passer le déchômeur rapide, le nouvel outil, à un moment où on ne peut pas démarrer la batteuse en première partie de matinée. Là, le temps va être bon à moissonner après le passage pluvieux d'avant-hier. Allez, on va garer ça. Bien, ça passe bien dans la moissonneuse comme au premier jour. C'est à nouveau sec sauf la terre. Du coup on marque un petit peu avec les crampons de la batteuse, mais il faut trouver un compromis entre extraire les récoltes des champs et pas trop matraquer la terre. Et là bon bah la plupart des confrères sont dans ce compromis là. On a tous redémarré aujourd'hui à peu près. Et certains ont même démarré un petit peu plus tôt que moi, 1 heure plus tôt ou 2. Et ils nous l'ont fait savoir en nous disant à quelle humidité ils avaient trouvé le grain en commençant un petit peu plus tôt. Là il est presque midi et ils ont commencé à 10 h. Bon, ça passait. Et ils avaient 10% d'humidité pour une norme à 9, donc c'est tout à fait acceptable. Ça va très vite sécher. Et là, je suis sûr qu'on est déjà en dessous de 9, bien largement.
Et puis ici, cette parcellette rattachée à tout le reste, c'est un hybride à 100% que j'ai semé à 40 pieds par mètre carré de l'Acropole, alors que tout le reste j'ai semé 60 graines au mètre carré. Et il y a dedans moitié de semences de ferme, donc des vieilles semences, des hybrides, des lignées mélangées, avec 50% de graines certifiées hybrides. Et mon but est de faire la comparaison avec cette modalité là, voir si l'hybride 100% fonctionne. Donc là, cet hybride est un peu plus compliqué à ramasser. Il va être par endroits et pas dans toutes les zones. Il y a 50%, on va dire, qui est couché. Et c'est vraiment très hétérogène, hein. Ça peut être la moitié de la coupe couchée et l'autre côté dressé. Du coup, c'est compliqué d'avoir une hauteur de coupe adaptée à l'endroit où la plante est couchée. Il faudrait qu'à l'autre bout, on soit plus relevé pour éviter de faire des bouchons. Ouais. Donc voilà, le côté non homogène de la plante à récolter rend difficile l'adaptation de la coupe à l'avant. Bon, on y arrive, hein. Mais en vitesse d'avancement, on réduit très très vite. Et puis là, il y a un gros chaudron énorme. C'est peut-être pas très visible, mais il y a vraiment épais de végétaux. C'est les cochons, ça, c'est ça. Donc ça, c'est les sangliers, évidemment. Donc techniquement, une coupe avancée serait intéressant. L'investissement ici serait vraiment serait payant. On pourrait avancer aussi vite dans les endroits versés que dans les endroits dressés. On gagnerait en productivité, en hectares à l'heure. Et puis aussi en perte, car là, on crée un petit peu d'égrainage à chercher à atteindre la plante à terre, mais d'un autre bout, avec les rabatteurs, on égrène les plantes qui sont debout. Donc par chance, j'avais plus de 30 hectares qui étaient bien debout, très homogènes. Et là, c'est que dans la partie hybride que ça va être un peu plus compliqué. Bon, voilà, on ne faut pas en tirer des généralités sur le futur. Il y a des hybrides, des années, qui font que cette année, peut-être il est couché, l'année prochaine, si je le refais, il sera peut-être debout. Et c'est comme ça aujourd'hui. Et voilà, tout est livré. On peut faire les comptes. Alors, au global et en moyenne, la productivité de chaque hectare en colza, ici, est de 32, un petit peu plus de 32 quintaux par hectare, 3,2 tonnes. Donc tout colza confondu. Avec donc deux modalités de colza. Un mélange de plusieurs colzas, ici dans la majeure partie de la parcelle, sur une trentaine d'hectares. Là, on est sur donc une moyenne de 31-32. Et puis la modalité de colza 100% hybride, Acropole, va avoir rendu sur ces un petit peu plus de 4 hectares 35 quintaux par hectare. Donc un meilleur rendement que le mélange variétal. Donc c'est intéressant à savoir. J'ai toujours de cette semence Acropole sous le coude. J'ai des sacs de semences certifiés. Je vous tiens au courant de la moisson des blés qui approche à grands pas. Et également, tout est mûr a priori. Et le temps est clément, une quinzaine de jours. Donc ça devrait me laisser largement le temps de récolter ma cinquantaine d'hectares de blé tendre, utile pour faire du pain pour la suite. Allez, je vous dis à très vite, à mardi prochain, 7h30. Salut!